Alors voilà. Bonjour à tous et bienvenue à cette activité de transfert de connaissances organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je me présente, je suis Valérie Coulombe pour le Bureau de la mission universitaire et je serai votre animatrice aujourd'hui dans le cadre de cette activité. Donc, je vais vous présenter brièvement ce que c'est que le bureau de la mission universitaire. En fait, il relève directement de la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance. Et son mandat est d'offrir un soutien, un accompagnement aux équipes de la direction pour soutenir l'actualisation de la mission universitaire octroyée à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal autour des 6 dimensions que sont la recherche, l'enseignement, le transfert de connaissances, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention, les pratiques de pointe et l'innovation, ainsi que le rayonnement. Le bureau soutient également l'implication des patients et des proches partenaires dans la planification, l'organisation et l'amélioration des services de santé mentale. Et l'ensemble de ces activités vise essentiellement à rapprocher les gestionnaires, les intervenants, les usagers et les chercheurs dans des interfaces qui favorisent la coordination et la co-construction de connaissances. Alors, l'activité d'aujourd'hui qui nous réunit a pour thème les droits et recours en santé mentale entre loi, droit, responsabilité et éthique. Et on a pour objectif d'effectuer un survol des connaissances de base en matière de loi, de droit et d'éthique appliquées en contexte de santé mentale, dépendance et itinérance, de réfléchir au rôle et aux responsabilités des différents acteurs en matière de respect des droits des usagers, de discuter de quelques enjeux et défis pouvant être rencontrés dans la pratique clinique et l'organisation des services, et enfin d'identifier les ressources disponibles pour parfaire nos connaissances et obtenir du soutien en matière d'éthique et de droits et recours. Nos panélistes d'aujourd'hui, donc je vous présente Maître Sarah-Anne Savoie, qui est avocate et chef du service des affaires juridiques du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ainsi que Mme Suzanne Desbiens, qui est coordonnatrice du comité des usagers de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal du CIUS de l'Est. Et j'aimerais également souligner la contribution au contenu du volet éthique de Mme Vanessa Chenel, qui est chef de service à la direction de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique, qui devait être avec nous aujourd'hui, comme vous le savez, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Mais elle a quand même accepté de partager ses contenus et nos panélistes présentes ont pu intégrer à la dernière minute quelques contenus autour de l'éthique pour susciter la réflexion sur le sujet. Enfin, soulignons que les panélistes déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Maître Sarah-Anne Savoie. Et voilà. Merci beaucoup, Valérie. Alors, bonjour tout le monde. Je vais tenter de rentrer dans le délai que j'ai. J'avais un gros mandat de revenir un peu sur tous les aspects un peu juridiques là, qu'on peut voir en application en santé mentale et c'est assez vaste. Donc, je vais tenter, ça se peut très bien que je passe assez rapidement sur certaines diapositives, mais je vais quand même tenter de voir avec vous là, un survol du cadre légal et amener à la fin là, un certain regard du service d'éthique et de comment on cohabite les affaires juridiques avec l'éthique dans le CIUS. Donc, de prime abord, ce qu'on peut voir, là, c'est au niveau des lois qui sont applicables. Et là, Valérie, je veux juste, désolée, là, pour changer. Merci. Donc, au niveau des lois, je vous ai fait un résumé des lois pertinentes qu'on a. Les plus importantes sont au niveau des chartes, évidemment, là où est-ce qu'on reprend surtout les droits fondamentaux qui sont la vie, la liberté, la sûreté, l'intégrité et la sécurité. En termes aussi d'intégrité, consentement aux soins et sur tout l'aspect de capacité, bien, c'est le Code civil du Québec qui va répondre un petit peu plus de manière spécifique. Et je vous ai indiqué là, les articles les plus pertinents. On a également le Code de procédure civile qui nous amène, là, nous, les juristes, comment présenter les différents types de demandes qui peuvent s'adresser à notre clientèle vulnérable lorsqu'on doit passer devant les tribunaux. Il y a évidemment le code criminel sur tout l'aspect des troubles de santé mentale et dans un établissement de santé, l'incontournable qui est la loi sur les services de santé et services sociaux, que Mme Desbiens là, pourra vous expliquer un peu plus en détail certains articles.
Évidemment, santé mentale va également souvent de pair avec la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui. Des nouvelles lois qui ont été mises en vigueur, soit la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en situation de vulnérabilité, ainsi que la loi qui modifie le Code civil du Québec, le Code de procédure et la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Ceci étant dit, aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est surtout des principes de consentement aux soins. Donc, on va passer dans le consentement aux soins pour la prochaine diapositive. Et ce qui est le plus important au niveau du consentement aux soins par la suite, c'est la définition qu'on va en faire. Donc, pour définir consentir, définition du petit Robert, c'est accepter que quelque chose se fasse. Donc, évidemment, ça sous-entend aussi qui peut consentir, peut refuser. Il faut aussi comprendre c'est quoi un soin au sens du droit. Donc, la définition qui a été mise au niveau du soin, elle est très large. Les soins vont comprendre les examens, les prélèvements, tous les traitements, des soins d'hygiène, l'hébergement et toute autre intervention qui serait de nature médicale, psychosociale ou encore psychologique. Par la suite, au niveau du consentement aux soins, il y a deux aspects qu'il faut regarder. Premièrement, il y a des exceptions qui ont été prévues au Code et les exceptions au consentement aux soins sont soit la situation d'urgence ou encore le soin d'hygiène. Donc, la situation d'urgence, c'est lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité est menacée. Alors, on procède aux soins le temps de sécuriser la personne, d'éviter évidemment des séquelles importantes, mais dès que la situation se stabilise, normalement, on doit revenir aux règles usuelles d'obtention du consentement. Les soins d'hygiène sont également des soins qui peuvent être donnés sans avoir le consentement de la personne. Et c'est tous les soins pour maintenir le corps humain dans un état de propreté raisonnable, dans la mesure suffisante pour éviter que la personne ne devienne un risque pour elle-même ou pour autrui en raison de son hygiène corporelle ou encore ne constitue une source de nuisance à autrui. Alors, ces soins-là, on va pouvoir les donner sans avoir le consentement de la personne. Sinon, il faut vraiment revenir sur les critères de qualité du consentement qui, au niveau juridique, doivent répondre à deux critères. Le premier, c'est s'assurer que le consentement, il est libre. Donc, ça veut dire être obtenu sans influence indue. On entend par influence indue toute pression, intimidation, menace, contrainte ou des promesses qui seraient faites dans un contexte avec une certaine mauvaise foi. Là. Quand on parle d'indu, donc on n'est pas nécessairement dans de la transparence d'information, mais plus dans le but d'obtenir un consentement euh, euh, d'une manière qui ne serait pas nécessairement avec les grands critères de la bonne foi. Et cette pression-là peut venir quand même de plusieurs sources. Alors, il faut quand même être aiguisé. Ça peut tant venir du médecin, du professionnel, de la famille, des entourages ou des instances administratives. Donc, évidemment, quand on a une décision à prendre, les considérants de notre vie, nos valeurs, ce qu'on veut pour notre personne vont nous influencer. Ce n'est pas nécessairement une influence indue. Par contre, quand on met une certaine pression, qu'on veut obtenir rapidement des consentements, bien là, on peut peut-être tomber dans ce qui est considéré comme indu. L'autre qualité importante du consentement, ça va être de s'assurer qu'en plus d'être libre, qu'il soit éclairé. Et ça, pour être éclairé, bien, ça sous-entend quand même d'être dans un processus décisionnel qui s'inscrit dans un échange dialogique avec l'équipe traitante qui propose le soin. Ça sous-entend également que la personne reçoive les informations qui sont pertinentes pour pouvoir prendre sa décision. Et donc, pour recevoir ces informations-là, puis savoir qu'est-ce qui va être pertinent pour l'usager, bien, il faut quand même que l'équipe traitante ait pu établir une certaine relation de confiance et de loyauté là, de part et d'autre avec l'usager pour pouvoir avoir cette discussion-là d'ouverture sur le plan de traitement qui est proposé et qu'on puisse donner les informations pertinentes liées à la nature du soin, leur but, les avantages du traitement et des plans de traitement qu'on propose et les inconvénients
ou effets secondaires, ainsi que les conséquences d'une absence de soins ou de traitement, et lorsque c'est possible, de discuter aussi des alternatives. L'information, quant à elle, elle doit quand même être proportionnelle à la nature du soin proposé. Donc, pour vous donner un exemple, pour une prise de sang, l'information que je vais donner, ça va être évidemment assez relativement simple, même si c'est un peu invasif parce que le soin n'a pas de conséquences extrêmement importantes. Ceci dit, pour une opération à cœur ouvert ou encore pour aller faire des traitements qui sont beaucoup plus invasifs en santé mentale, disons de type ETC, là, la sismothérapie, à ce moment-là, évidemment, ça va prendre un processus qui est beaucoup plus long pour l'information qui va être donnée. On va rentrer dans les détails du plan de traitement et à quoi la personne s'engage quand elle rentre et quand elle accepte d'aller dans l'avenue thérapeutique qui lui est proposée. Finalement, lorsqu'on s'assure que le consentement est éclairé et libre, il faut quand même qu'on valide si on rentre vraiment dans les critères d'aptitude. Donc, pour s'assurer si le consentement est vraiment libre et éclairé, il y a 5 questions qui ont été élaborées par la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux, qui s'inspirent de la loi sur la Nouvelle-Écosse. Alors, c'est pour ça qu'on souvent on va les appeler les critères de la Nouvelle-Écosse. La première question qu'on doit se poser quand on évalue si la personne est apte à comprendre l'information qu'on lui donne, c'est est-ce qu'elle comprend la nature de la maladie pour laquelle un plan de traitement lui est proposé? Donc, est-ce qu'elle est capable d'identifier c'est quoi ses symptômes et dans son quotidien, à elle, comment ça affecte soit sa fonctionnalité ou encore son quotidien? La deuxième question, c'est la personne comprend-elle la nature et le but du traitement qui lui est proposé et les autres options qui sont possibles. Ensuite, la troisième question, c'est la personne comprend-elle les avantages et les risques du traitement proposé et des alternatives qui peuvent également être proposées, y compris l'absence du traitement. La personne, en quatrième question, la personne comprend-elle les risques et les conséquences de ne pas subir le traitement? Fait qu'il y a quand même une vision de transparence de l'information qui est importante pour s'assurer que la personne comprend la situation dans laquelle elle est et les choix qui s'exposent à elle et les options qui lui semblent les plus appropriées pour elle dans ses valeurs, mais aussi dans son quotidien. Et finalement, la cinquième question, on va les valider si la capacité de la personne est affectée par ses symptômes ou par sa maladie. Donc, généralement, on peut le voir en santé mentale si ça affecte le jugement ou l'autocritique, ou encore avec les troubles cognitifs, si ça affecte la mémoire, si ça affecte la capacité d'apprentissage, à ce moment-là, la personne pourrait ne pas être considérée apte à consentir. Il faut comprendre que ces 5 critères-là sont pas cumulatifs. Alors, il ne faut pas nécessairement ne pas répondre à chacun des critères pour être considéré comme inapte. On pourrait répondre à certains critères et d'autres non, et à ce moment-là, qu'il y ait quand même un constat que la personne sera inapte à consentir aux soins. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher l'information, d'avoir cette discussion-là avec la personne lorsqu'on fait une proposition de plan de traitement pour s'assurer son niveau de compréhension, s'il faut ajuster l'information qu'on doit donner pour refaire un certain enseignement sur le plan de traitement et par la suite valider quelle est sa compréhension, qu'elle nous explique, elle, c'est quoi la compréhension du plan de traitement, des risques, des alternatives, des bénéfices et finalement des impacts de prendre le traitement ou non. Lorsque la personne est considérée inapte à consentir, à ce moment-là, la loi demande à ce qu'on aille chercher un consentement substitué. Et il y a une mécanique hiérarchique là, pour pouvoir identifier c'est qui le représentant qui va pouvoir donner ce consentement substitué-là. Le premier niveau, ça va être le représentant légal. Donc, évidemment, s'il y a un régime de protection, une tutelle à la personne, il y a curateur, là, mais maintenant, la loi a changé. Il n'y aura plus de curatelle ou mandataire là, qui détient un mandat homologué. S'il n'y a pas de représentant légal, à ce moment-là, on passe au deuxième niveau de la hiérarchie, soit le conjoint qui va être, ou la conjointe, donc toute personne mariée en union civile ou en union de fait,
Et s'il n'y a pas à ce moment-là de conjointe, on va passer à l'autre niveau qui est un proche parent ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur. L'autre point important, c'est de s'assurer que la personne qui donne un consentement substitué le fasse dans les critères de la loi. Il y a donc quand même des responsabilités qui viennent à cette personne-là qui doit toujours donner le consentement en s'assurant que c'est dans le seul intérêt de la personne, en respectant dans la mesure du possible les volontés que l'usager aurait pu exprimer et il doit s'assurer que les soins sont bénéfiques malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns et que les risques ne sont pas plus importants finalement que les bienfaits qu'on espère du plan de traitement. Autre point aussi à valider, quand je donne un plan de traitement, si la personne elle est inapte, je dois quand même lui permettre de s'exprimer sur sa volonté de le recevoir ou non. Tout ça pour valider si je suis en présence d'un refus catégorique. Dès que le majeur inapte exprime un refus catégorique de recevoir un soin, eh bien, on a choisi comme société québécoise de quand même le protéger et de s'assurer qu'un tiers indépendant sera soumis à regarder la situation et le plan de traitement. Et on aura, dans ce cas-là, à aller devant le tribunal. Donc, si j'ai un refus catégorique, ou encore ce qu'on appelle un refus injustifié de la personne qui peut donner un consentement aux soins, je devrais présenter une demande au tribunal pour pouvoir avoir l'autorisation d'aller de l'avant avec le plan de traitement qui est proposé. À ce moment-là, les critères que le tribunal va regarder pour s'assurer et exercer sa compétence sont exposés dans la jurisprudence et je vous donne les étapes. Donc, la première étape, le tribunal aura à établir s'il est compétent pour pouvoir recevoir la décision et prendre finalement une décision selon ce qui est demandé par l'équipe traitante. Donc, il va regarder si la personne est vraiment inapte selon les critères que je vous ai exposés et si on est en présence d'un refus catégorique ou encore d'un refus injustifié. Et les critères constatés là, à ce moment-là, s'il considère que oui, on est dans une situation où la personne est inapte et qu'on est devant un refus catégorique ou un refus injustifié, il va considérer, le tribunal, qu'il a compétence. La deuxième étape sera par la suite de faire un exercice de cette compétence-là et il va regarder, les soins requis. Puis c'est un peu le même principe là, que le consentement substitué. Là. Il va se mettre dans la position de la personne qui doit donner un consentement substitué et suivre les mêmes règles qu'ils ont établies par la loi. Donc, s'assurer que les effets bénéfiques dépassent les inconvénients, s'assurer que les soins sont requis, qui sont quand même précisés d'une manière suffisante, qui sont opportuns dans les circonstances, et il va valider que la durée donnée pour pouvoir contraindre un soin reste quand même un certain minimum pour obtenir les résultats escomptés du plan de soins. Fait que ça, c'est pour les aspects du consentement aux soins. Je vais rapidement passer sur les principes de la garde en établissement. Donc, au niveau de la garde en établissement, il faut comprendre que la garde qui est consentie librement, ben, c'est tout simplement l'hospitalisation volontaire que la personne accepte. Par contre, la loi sur la protection des personnes qui présentent un danger pour elles-mêmes et pour autrui, communément appelée P38, nous présente 3 outils pour les équipes traitantes pour pouvoir garder une personne contre son gré. Et à ce moment-là, ces gardes-là, ben, ça va être la garde préventive qui, elle, son critère, c'est le danger grave et immédiat. Et c'est pour une période de 72 heures, donc 3 jours. Ensuite, la garde provisoire qui, elle, vise la période d'évaluation, mais aussi le consentement de la personne lorsqu'elle refuse de se faire évaluer par des psychiatres. Et finalement, ce qu'on appelle la garde autorisée, qui est la période d'hospitalisation forcée pour stabiliser une situation qu'on considère nécessaire puisque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Si on regarde un petit peu plus en détail la garde préventive, donc elle est demandée ou signée là, par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée dans les situations où on considère qu'il y a un danger grave et immédiat pour l'usager.
Elle est applicable immédiatement lorsque le médecin ou l'infirmière en fait une certaine prescription. Le droit de la personne, donc la personne qui est mise sous garde pourra communiquer avec des tiers, refuser évidemment tout traitement. Là, ça reste quand même avec les mêmes principes qu'on a vus un petit peu plus tôt. Contester évidemment la garde ou la décision qui est prise en vertu de la loi et communiquer avec un avocat ou son représentant légal. Le délai est un délai de rigueur de 72 heures, sauf exception, où est-ce qu'on reconnaît quand même que si le délai termine un jour non juridique, qui est la fin de semaine généralement ou les congés fériés, à ce moment-là, il se prolonge jusqu'au premier jour juridique qui suit. Pour la garde préventive, c'est un peu le tableau du tracé de l'évolution de cette garde-là. Et par la suite, on va tomber dans la garde provisoire. Ce qu'on appelle la garde provisoire. Et là, le tableau, c'est vraiment là pour vous aider à avoir un visuel, mais ce que je vous ai donné comme information, vous allez le retrouver là, dans les périodes là, de traitement. Au niveau de la garde provisoire, son but pour la garde provisoire, c'est vraiment d'obtenir l'autorisation du tribunal pour pouvoir soumettre une personne à une évaluation psychiatrique pour éventuellement, fort probablement, faire une garde en établissement ou sinon, s'il n'y a pas de situation de danger à ce moment-là, pouvoir établir avec la personne un plan de traitement ou de prise en charge. Le principe général, c'est qu'il y a quand même une certaine présomption d'aptitude, fait qu'on ne peut pas nécessairement la demander systématiquement, mais dès qu'une personne refuse de se faire évaluer et c'est 2 évaluations par 2 psychiatres différents, on devra passer par une demande de garde provisoire ou lorsque la personne ne peut manifester son consentement, donc quand on est devant une situation d'inaptitude. Elle peut être demandée par toute personne intéressée, donc en milieu hospitalier, généralement, ça va être par les médecins ou des intervenants, et à l'externe également, là, quand la personne n'est pas en milieu hospitalier, elle peut être demandée par des membres de la famille, des amis ou des proches. Dépendamment, là, si la personne est hospitalisée, généralement, les délais qui vont être applicables, ça va ressembler à peu près à un 4 jours parce qu'on a des délais assez fermes pour procéder aux évaluations. Une première évaluation dans les 24 heures et une deuxième dans les 48 heures. Puis par la suite, s'il y a nécessité de présenter une demande de garde en établissement, il faudra le faire dans un délai rapide au niveau du tribunal. Si la personne n'est pas hospitalisée au moment où le tribunal accorde la demande, à ce moment-là, c'est d'autres délais qui vont être applicables et c'est ce qu'on appelle la garde provisoire externe. Et on aura quand même, là c'est le prochain tableau, on aura quand même le délai de 24 heures pour la première évaluation, mais la deuxième évaluation, on aura à ce moment-là un délai de 96 heures. Et tout ça pour permettre quand même à l'équipe traitante d'avoir une certaine récolte d'informations et observation aussi de l'usager. Par la suite, s'il y a nécessité d'aller chercher une demande de garde en établissement, il faudra rapidement aller la présenter devant le tribunal. Finalement, la dernière garde possible, c'est vraiment ce qu'on appelle la garde autorisée et le critère, c'est la dangerosité. Donc, les principes décisionnels là, des tribunaux, c'est que le danger doit être important ou un potentiel de danger élevé. Il doit être probable ou clairement envisageable, mais il n'a pas à être immédiat pour ce qui est de la garde autorisée. Le danger doit être un péril important qui se définit quand même de manière spécifique. Fait qu'on a un certain degré d'information qu'on doit mettre comme équipe traitante lorsqu'on va chercher ce type de demande-là. Et le risque de sa réalisation doit être élevé sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente. Donc, on n'est pas dans un danger imminent, mais on est quand même dans un danger sérieux. Par la suite, quand on s'aperçoit que c'est nécessaire d'aller chercher une demande, on aura à prouver, évidemment, certains aspects. Et ce que le tribunal va faire pour se décider, donc son fardeau de preuve, il va se faire selon ce qu'on appelle la balance des probabilités. C'est la diapo suivante. Et la balance des probabilités, c'est de se demander qu'est-ce qui est plus probable.
Est-ce que telle situation est plus probable que ça? Est-ce que le danger ou la survenance du danger qu'on anticipe est plus probable si la personne n'est pas en milieu hospitalier que finalement, ce n'est pas un danger qui est aussi probable que ça. Et c'est le principe de la prépondérance, donc le fameux 50 plus 1. Le fardeau de la preuve repose entièrement sur les informations cliniques qui sont données au tribunal. Donc, c'est vraiment l'établissement qui doit démontrer que la personne présente un danger pour elle-même et pour autrui. Et elle aura l'occasion de se faire entendre par le tribunal et surtout également de se faire représenter par avocat. Quand on tombe maintenant dans les principes plus associés au code criminel, ben, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle la commission des troubles mentaux. Et la commission des troubles mentaux, elle vise deux situations particulières. Elle vise les personnes qui sont dans un contexte d'accusation criminelle et qui présentent un trouble mental au moment où ils auraient fait la commission des actes criminels. Donc, soit la personne va être reconnue comme inapte à subir son procès criminel, ce qui veut dire qu'elle n'est pas capable de comprendre comment fonctionne le tribunal ou quelles sont les accusations qui sont portées contre elle. Alors, à ce moment-là, la commission des troubles mentaux aura à déterminer si l'accusé est devenu apte à subir son procès après soit qu'on lui ait donné un traitement ou après qu'on ait pu donner certains soins et services. Et le cas échéant, elle renverra le dossier devant la Cour de juridiction criminelle. L'autre dossier ou l'autre situation où on va retrouver là, des accusés devant la CETM, ça va être lorsqu'il y a un verdict de non-responsabilité criminelle. À ce moment-là, la CETM aura à se prononcer sur l'importance du risque que représente l'accusé pour la sécurité du public. Ça va être son critère phare pour pouvoir émettre ses décisions. Au niveau de l'inaptitude à subir son procès, c'est vraiment l'article 2 du Code criminel, puis c'est une incapacité de l'accusé en raison de ses troubles mentaux d'assumer finalement une défense qui est pleine et entière, de donner des instructions à un avocat ou soit au début ou à toutes les étapes du processus avant le verdict et de ne pas être capable non plus de comprendre la nature et les objets des poursuites, les conséquences éventuelles ou encore de communiquer de manière efficace avec son avocat. Pour ce qui est de la non-responsabilité criminelle, alors là, c'est plus les articles 16 et 672.1 du Code criminel, où est-ce qu'on va venir dire que finalement, en raison des troubles mentaux que la personne présentait, elle était incapable de juger de la nature, de la qualité de l'acte ou de l'omission, de savoir que l'acte qu'elle faisait était mauvaise. Donc, c'est de ne pas être capable de distinguer le bien et le mal ou l'applicabilité, le fait que ce que je suis en train de faire, finalement, est un acte criminel. Et quand il y a un verdict de non-responsabilité criminelle, à ce moment-là, il y aura un effet que l'accusé a commis l'acte ou l'omission, mais était atteint de troubles mentaux qui le dégagent de sa responsabilité criminelle. Et c'est pour ça que ça va être plutôt donné en suivi à la commission d'examen des troubles mentaux en lien avec une équipe traitante pour pouvoir assumer une prise en charge et une évaluation de cette personne-là. Les critères et les délais applicables, pour une première audience, ça va être le 45 jours suite à la date du verdict si aucune condition a été émise par la Cour et 90 jours si la personne a quand même certaines conditions à respecter. Il faut comprendre également qu'une personne qui est sous commission d'examen des troubles mentaux, son dossier, tant et si longtemps qu'elle sera sous la juridiction de la commission, sera revu sur une période annuelle. Il peut y avoir certaines exceptions où est-ce qu'on pourrait demander là, une évaluation plus rapide qu'à chaque 12 mois. Ensuite de ça, les critères que la commission d'examen aura à suivre, ça sera premièrement de valider est-ce que la personne présente un risque pour la sécurité du public. Et il faut comprendre que la Cour suprême a quand même décidé que ce n'est pas parce qu'on souffre d'une problématique de santé mentale que d'emblée, on présente un risque pour la sécurité du public. Donc, il faudra quand même démontrer, soit par les antécédents de la personne, par sa situation au moment des délits ou encore
actuellement au moment de l'audience là, qu'elle présente un risque pour la sécurité du public. D'autres critères vont quand même être évalués également par la commission, soit l'état mental de la personne. Elle va également avoir une vision pour la réinsertion sociale, parce qu'il y a quand même toujours cet aspect-là là, au niveau du code criminel de vouloir donner une deuxième chance. Et elle va également valider si la personne aurait d'autres besoins. Et la commission d'examen doit rendre la décision qui est la moins sévère et la moins privative de liberté dans les circonstances. Il faut comprendre que la commission d'examen est un tribunal assez particulier parce qu'il a ce qu'on appelle un modèle inquisitoire. Ça veut dire qu'on n'est pas en contradictoire où est-ce que l'établissement est contre l'usager. C'est plutôt la commission, donc le siège décisionnel qui, lui, aura à aller chercher les renseignements qu'il a de besoin. Donc, lorsque les parties, soit l'établissement ou encore l'accusé, ne fournissent pas suffisamment d'informations, ça incombe vraiment à la commission d'examen des troubles mentaux d'aller chercher et obtenir les éléments de preuve qu'elle a de besoin pour prendre sa décision. Donc, ils peuvent quand même, de manière inquisitoire, imposer des fois certaines évaluations ou encore imposer là, de recevoir certaines informations ou renseignements pour pouvoir prendre une décision qui est la plus adéquate dans les circonstances. Ensuite, il faut comprendre que la commission d'examen a possiblement 4 décisions qu'elle peut prendre. Soit elle libère inconditionnellement la personne, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de suivi et que le dossier criminel sera fermé à toute fin pratique. Soit elle la libère sous réserve de modalités. Et les modalités, il y a plusieurs exemples, donc je ne rentre pas nécessairement dans toutes les explications. Mais une des modalités particulières, c'est ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Elle permet à l'établissement de resserrer ou encore d'assouplir la liberté de l'accusé lorsqu'il présente un risque pour la sécurité du public. Sinon, il y a également une décision de détention avec modalité. Donc, ça veut dire une détention, c'est en centre hospitalier par les établissements qui sont nommés là, et reconnus pour pouvoir effectuer ce type de détention-là. Et les modalités vont être encore une fois de toutes sortes, mais ça peut comprendre notamment des sorties ou encore des services d'intégration dans des ressources d'hébergement, où il va y avoir ce qu'on appelle la détention stricte, où est-ce que la personne sera hospitalisée sans possibilité de sortie. Et l'éthique dans tout ça. Alors, quand on a vu vraiment tous les critères juridiques qui peuvent toucher une personne lorsqu'elle rentre ou lorsqu'elle présente une problématique de santé mentale et qu'elle finalement doit composer avec les critères juridiques, nous autres au CIUS, on aime bien travailler en partenariat avec le service d'éthique. Selon nous, on considère que le juridique, on vient mettre le cadre, l'extérieur, le légal, le normatif de qu'est-ce qu'on peut faire versus qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et l'éthique, quant à eux, nous permettent de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du carré de sable. Comment on construit les choses, comment on s'assure qu'on fait bien les choses dans les circonstances, même si on est dans une situation qui n'est pas facile et qui peut quand même atteindre les droits de la personne. Donc, il faut être conscient que ce n'est pas nécessairement parce que c'est légal qu'il faut qu'on ait une certaine approche ou qu'il faut qu'on le fasse. On va aussi réfléchir sur comment on devrait le faire. Et c'est là où l'éthique a tout son sens. L'éthique, quant à elle, là, elle est composée de quand même plusieurs aspects. Donc, il y a évidemment la morale, c'est quoi les valeurs, comment on considère nos comportements humains. Il y a la déontologie, qui sont les règles plus professionnelles qu'on va suivre. Et il y a évidemment tout le droit là, qui est le processus réglementaire autour. Ensuite de ça, les objectifs de l'éthique, ça va être de créer vraiment un espace de discussion qui va être empreint de respect et de transparence pour pouvoir réfléchir à la situation et s'assurer qu'on prend en considération tous les aspects qui doivent être pris en considération. Qu'on prenne en considération autant les valeurs et ce que veut l'usager que l'implication des proches,
que les objectifs de l'équipe traitante et les considérants aussi de l'établissement de santé avec sa mission. Donc, on veut toujours rechercher la meilleure décision dans la situation. Puis ça ne veut pas dire que la meilleure décision va être la même dans toutes les circonstances. Et parfois, ça peut arriver qu'on va choisir la moins pire, puisque toutes les décisions, les options qui se présentent apportent des inconvénients importants. L'élaboration d'une décision va être argumentée, hein, parce que l'éthique va nous permettre à réfléchir sur le pourquoi, puis quelles valeurs on va mettre de l'avant pour prendre une décision plutôt qu'une autre. Et on espère que ça permet également d'adhérer pour toutes les parties prenantes à la décision qui va être mise de l'avant dans la recherche d'un consensus ou d'un compromis acceptable à travers un équilibre réfléchi. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, c'est plus d'être capable d'apprivoiser l'incertitude, de douter et de réfléchir, puis de prendre ce temps d'arrêt-là pour discuter des options qu'on a et s'assurer dans les circonstances qu'on prend quand même une décision qui peut bien se justifier. Pour nous guider, souvent le CIUS va se référer à ses valeurs. Donc, ça indique les idéaux à suivre et les valeurs de collaboration, communication, qualité de service, professionnalisme ou respect va souvent nous guider, puis sont très interreliés aussi. Donc, c'est ce qui va nous aider à dire, bien, cette fois-ci, moi, je pense que cette option-là, on va la mettre de l'avant parce qu'elle soutient beaucoup plus la qualité des soins et services, puis permet quand même à l'équipe traitante d'agir avec respect et professionnalisme. Mais il faut s'assurer à travers tout ça qu'on ait des moyens de communication efficaces tant avec l'usager qu'avec les proches si on prend cette option-là. Alors, on va toujours garder nos valeurs au centre de ces décisions-là et en appliquant aussi certains principes qui sont dans le code d'éthique de l'établissement, soit assurer une participation citoyenne. C'est très important pour le service d'éthique de s'assurer quand même cet angle-là, qu'on ait toujours la part de l'usager et ses proches, le cas échéant, de prendre une décision qui est le plus partagée possible et raisonnée et d'engager la mobilisation de tous les acteurs dans l'offre de soins, autant l'équipe clinique, les proches que l'usager lui-même, parce que plus on a une adhésion, plus on va avoir un plan de traitement qui va avoir un succès. Finalement, la vision de l'éthique dans le CIUS, c'est que souvent on pense là, que l'éthique, c'est un peu Socrate et les philosophes, mais au CIUS, le service d'éthique a vraiment plus une vision d'être dans le concret, d'être accessible, d'être proche et de contaminer cette fois-ci pas avec le virus de la COVID, mais avec un bon virus, là, de contaminer cette vision-là où est-ce qu'on veut ramener et centrer les besoins de l'usager au centre de nos décisions, mais avec des valeurs qui peuvent se porter par tous. Et on se pose parfois la question, là, mais quand est-ce que ça va être nécessaire de faire affaire aux services d'éthique, de pouvoir aller chercher leur expertise pour soutenir notre prise de décision? Bien, à ce moment-là, il faut quand même savoir quand est-ce la solliciter. Et cette image-là, c'est ce qu'on appelle le syndrome du hamster. Donc, et sachez que au CIUS, l'éthique peut être sollicitée pas juste par les équipes traitantes, elle peut être sollicitée par les proches, par les usagers, par l'administration hein, aussi, qui veut parfois se questionner sur ses processus puis s'assurer qu'il prend une bonne décision dans un contexte où on a quand même à attribuer des ressources. Et souvent, les gens se posent la question, mais quand est-ce que je fais affaire au service d'éthique? Bien, ce qu'on recommande, c'est que c'est quand le hamster se met à rouler et qu'on se pose des questions, puis qu'on semble peut-être être dans une certaine détresse, puis qu'on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment bien fait? Et quand on a cette remise en question-là, puis généralement, on est assez seul à se remettre en question, bien, ça peut être le bon moment de solliciter l'éthique. Et quand on rentre dans un processus éthique de réflexion, on s'aperçoit que bien souvent, on n'est pas seul dans ce malaise-là. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant là, d'aller chercher un peu
une réflexion extérieure, puis le soutien. Les thématiques récurrentes qui sont vues avec le service d'éthique, ça va être beaucoup l'adhérence, la collaboration aux soins et services, la balance entre les bénéfices et les risques, évidemment tous les enjeux qui sont liés à la confidentialité, la vie privée. Principe de consentement et aptitude, c'est régulièrement au cœur de nos décisions. Le début et la fin de vie, hein, qui viennent chercher toutes les valeurs des gens, les enjeux culturels et religieux qui doivent également être considérés dans les décisions qu'on a à prendre et l'offre de service. La maltraitance, qu'elle soit intentionnelle généralement, elle n'est pas intentionnelle, et les mesures de contrôle ou les niveaux d'intervention médicale. Finalement, les enjeux qu'on va voir, ça va être souvent lié à l'augmentation de la qualité des soins et services ou l'efficience des soins dans un esprit de bienfaisance, mais aussi assurer qu'on n'est pas dans la non-malfaisance par la restriction des soins inappropriés ou encore des coûts qui peuvent être associés à une offre de soins qui n'est pas appropriée pour la bonne personne. L'équité aussi dans l'offre de service qu'on peut donner, puis la sécurité de l'offre de service, assurer quand même une justice. Les soins de fin de vie, respect de la dignité, considération des détresses morales des usagers, mais également des intervenants, et s'assurer qu'on est dans des services appropriés, proportionnés pour toujours respecter une volonté d'autonomie, mais en même temps, assurer une certaine collaboration puis la participation de l'usager et ses proches dans le plan de traitement. Rapidement, je vous laisse les coordonnées. Donc, des affaires juridiques et également sur l'autre diapositive, des ressources pertinentes, surtout au niveau là, du droit, là, donc les liens là, pour l'aide juridique, le service de référence du barreau qui donne des consultations de 1 heure pour 60 $ avec des avocats qui s'inscrivent à ce service-là. Également une clinique juridique, puis je vous ai mis les domaines de droit couverts. Le site Éducalois aussi permet quand même d'avoir une bonne source d'informations juridiques, et le site de recherche juridique gratuit dans lequel vous allez retrouver toutes les lois et les règlements applicables, des décisions des tribunaux qui sont pertinentes, mais aussi de la doctrine qui est écrite là, dans le domaine du droit. Alors, ça clôt la présentation. Je sais que c'est beaucoup d'informations que je vous ai données, mais ça clôt pour ma part. Merci beaucoup, Maître Savoie, d'avoir abordé et les droits et le volet éthique préparé par votre collègue Vanessa Chenel. Ça fait un bon tour d'horizon, un excellent tour de force comme résumé. Oui, nous allons maintenant laisser la parole à Madame Suzanne Desbiens, qui est coordonnatrice du comité des usagers de l'Institut universitaire en santé mentale du CHUSS de l'Est. Merci, Maître Savoie. C'était vraiment très, très éclairant. Je vais essayer de faire le lien avec votre présentation. Voilà, donc je suis la coordonnatrice du comité des usagers à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et voilà, je vais vous parler vraiment de qu'est-ce que ça fait un comité des usagers. On est dans l'accompagnement, on est dans l'information sur les droits des usagers. Alors, les cadres légaux et de référence de nos comités, c'est la loi sur la santé et les services sociaux, les articles 209 à 212 qui concernent les comités d'usagers et les comités de résidents. La différence entre les deux, les comités des usagers sont surtout dans les installations, les hôpitaux, les établissements. Et puis, évidemment, les comités de résidents concernent les résidences, les RPA, les CHSLD principalement, ou les ressources d'hébergement en santé mentale. Ensuite, évidemment, on se réfère à la loi, à la réforme Barrette, qu'on appelle, qui a créé les STIS et les SUS, donc par ricochet, créer des comités des usagers des centres intégrés, les QCI, sur lesquels vont siéger des représentants des différents comités d'usagers et de résidents d'un SIS ou d'un SUS donné. Et puis, aussi, le cadre de référence relatif au comité des usagers et des résidents du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Voilà. Et puis, on va passer à la prochaine. Donc, je puise dans le cadre de référence pour vous décrire un petit peu quels sont les droits, enfin, des comités des usagers, c'est de veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect de leur dignité et en reconnaissance de leurs droits. Ils sont le porte-parole des usagers et des résidents auprès des instances de l'établissement. On fait beaucoup de représentations à partir des commentaires, des insatisfactions, des objets de plainte des usagers que l'on reçoit au comité. On a pour mission de transmettre ces insatisfactions aux gestionnaires de notre établissement. Les comités des usagers doivent avoir une préoccupation particulière envers les groupes d'usagers les plus vulnérables. Ils doivent promouvoir l'amélioration des conditions de vie des personnes hébergées. Et puis, on partage tous évidemment ce même mandat. Et voilà, on va passer à la prochaine pièce. Alors, les comités des usagers sont indépendants des établissements. On est des entités, nous ne sommes pas, par exemple, comme personnes employées du comité des usagers, nous ne sommes pas des employés du SUS, du CIS, de l'établissement en fait, mais bien du comité des usagers. Donc, les établissements doivent s'abstenir de toute forme d'ingérence dans les activités des comités des usagers. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de compte à rendre. Évidemment, à chaque année, nous produisons un rapport d'activité, un rapport financier qui est acheminé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les comités d'usagers bénéficient d'une autonomie suffisante, notamment afin de défendre les droits et intérêts des usagers en toute indépendance. Et c'est ça, c'est très important. Pourquoi, justement, on est une entité parallèle à l'établissement, c'est pour garder notre indépendance. Alors, nous recevons un budget établi en fonction du budget de notre installation en général. Plus l'installation est grande, plus le budget du comité des usagers qui est rattaché sera élevé. Aucun employé, aucune personne exerçant sa profession au sein de l'établissement ne peut être membre d'un comité des usagers. Très important. Ce qu'on doit, une de nos responsabilités, évidemment, c'est qu'on doit s'assurer de la confidentialité. Hein? On est les gardiens des dossiers. Quand je parle de dossier au comité des usagers, je ne parle pas de dossier médical. Nous n'avons pas accès au dossier médical de l'usager. On va par contre ouvrir un dossier à chaque fois qu'on fait une intervention, c'est-à-dire qu'on va accompagner un usager dans une démarche de changement de psychiatre, dans une démarche de plainte. On garde des traces des actions qu'on fait avec l'usager, mais en lien avec ses droits et non pas en lien avec son dossier médical. Donc, ces informations sont confidentielles et notre responsabilité, évidemment, c'est de le conserver de façon sécuritaire. Les comités des usagers établissent et approuvent leurs propres règles de fonctionnement. Je vous donnerai dans les références que je donnerai à la fin. Nous avons rédigé des règlements généraux internes à notre comité. Chaque comité a ses propres règlements, donc vous pourrez les consulter. Les comités n'ont pas à faire pré-approuver leurs dépenses par l'établissement. Par contre, il est possible que l'établissement demande la copie d'une pièce justificative afin d'effectuer un paiement dans un souci de conformité comptable. Dans le cas de notre comité, c'est oui, les comités du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, les comités d'usagers de résidents, leurs finances, la comptabilité est tenue par les services comptables du CIUS, ce qui standardise la tenue de livres, si on veut, et on s'assure ainsi de la transparence de nos dépenses. Voilà. Donc, les fameux 12 droits prévus dans la loi qui sont invoqués, droit à l'information,
bon, l'usager a droit à l'information, comme Maître Savoie en a parlé un peu plus tôt, sur son dossier, sur les soins qu'il va recevoir, et etc. Et qui est proportionnel, comme disait Maître Savoie, au niveau d'intervention et de soins qu'il va recevoir. Le droit au service, droit de choisir son professionnel ou l'établissement, droit de recevoir les soins que requiert son état, droit de consentir à des soins, on en a bien entendu parler dans le détail, de consentir et aussi de retirer son consentement. C'est aussi un droit. Droit de participer aux décisions, droit d'être accompagné. Oh, on peut passer déjà. Droit d'être accompagné, assisté et représenté. Donc, droit d'être accompagné à ses rendez-vous médicaux, c'est un droit. Je peux être accompagné par la personne de mon choix. Droit à l'hébergement, droit de recevoir des services en anglais. Moi, j'ajouterais virgule quand disponible, parce que ce n'est pas toujours le cas, ni en français pour les francophones, ni en anglais dans certaines installations francophones. Droit d'accès à son dossier d'usager, droit à la confidentialité de son dossier et droit de porter plainte. Donc, c'est les 12 droits inscrits dans la loi sur la santé et les services sociaux. Les droits viennent avec des obligations ou des responsabilités. C'est là que j'ai intégré les diapositives de Mme Chenel. Donc, les responsabilités d'usager, et d'ailleurs, on le mentionne dans toute notre documentation, hein, on parle de droits, mais on parle aussi d'obligations. Donc, obligation de collaborer à l'élaboration et à l'actualisation de son plan d'intervention, informer le personnel de toute modification de son état de santé, poser toute question permettant de faire des choix éclairés. C'est la responsabilité de l'usager, hein, de dire, bon, je note le nom de mon médecin, je note l'heure de mes rendez-vous, je note le plus possible. Ça, c'est un conseil qu'on donne beaucoup aux usagers. Parce que souvent, quand le moment est venu de se plaindre, oui, mais qui est votre médecin, je ne sais pas, à quelle clinique vous êtes suivi, ben, je ne m'en souviens plus, c'est vraiment important. Et c'est une responsabilité. Signaler vos déplacements à un membre du personnel, respecter les droits des autres usagers, la propriété d'autrui, faire preuve de civisme, de respect et de politesse envers autrui, prendre soin de sa personne, maintenir son autonomie, prendre des responsabilités, exprimer vos opinions, critiques ou suggestions. Il y a une autre. Donc, respecter les règles de vie et les règlements sur les unités et dans l'installation en général. Utiliser de façon judicieuse les services, respecter les rendez-vous fixés ou prévenir s'il y a impossibilité. Vous savez, ces responsabilités-là touchent tous les usagers, les 6 millions d'usagers québécois du réseau de la santé. Hein, ça s'applique à tout le monde. Respecter la vie privée des autres usagers et des intervenants. Signaler à une personne en responsabilité tout comportement ou situation dont vous êtes victime. Lors de soins à domicile, accueillir le personnel dans un environnement sécuritaire, préserver les biens et l'établissement mis à votre disposition et informer le personnel de vos volontés et de vos choix en regard des services dispensés. Voilà. Donc, pour revenir au comité des usagers en tant que tel, le mandat comprend 5 volets. Renseigner les usagers sur leurs droits et obligations. Si on ne connaît pas nos droits, comment pouvons-nous les revendiquer ou les défendre le cas échéant? Donc, c'est vraiment, c'est une grande part du travail des comités des usagers de faire connaître les droits. Promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers, évaluer le degré de satisfaction des usagers à l'égard des services obtenus. Alors, en ce qui nous concerne, au comité des usagers, on a comme 2 façons d'évaluer par des sondages, ce qu'on appelle des sondages maison, selon différentes problématiques, disons, collectives qui nous sont soumises, comme l'alimentation, par exemple. Plusieurs usagers vont déplorer la qualité, la quantité, bon, la présentation de leur repas. Donc, quand on a un nombre critique d'usagers qui se plaignent de la même chose, on se dit, bon, on va creuser, on va préparer peut-être un petit sondage de quelques questions, et puis on va se promener sur les unités et voilà, essayer de recueillir, de prendre le pouls, de recueillir le maximum d'informations.
Par exemple, pendant le confinement, c'est sûr que les usagers nous ont beaucoup sollicité sur les conditions de confinement qui ont été assez pénibles dans les installations santé mentale comme la nôtre. Donc, à ce moment-là aussi, on avait créé un sondage maison pour prendre le pouls de comment se sentaient les usagers, comment ils vivaient ça, et toujours dans un but d'amélioration de la qualité. Hein? C'est pas juste, on ne fait pas que récolter les plaintes pour récolter des plaintes. Le but de tout ça, c'est de faire monter auprès de nos gestionnaires ces préoccupations des usagers afin d'améliorer les conditions. Chaque 3 ans, on est tenu aussi de faire un sondage, mais vraiment professionnel cette fois. Alors, on essaie de trouver un budget pour embaucher une firme de sondage qui va faire à ce moment-là un sondage plus scientifique. Et cette année, on est en année de sondage. Donc, on devrait au printemps avoir des nouvelles données. Ça sera intéressant parce qu'on a fait un sondage en 2019. On va utiliser à peu près le même questionnaire pour faire des comparatifs 3 ans, 4 ans plus tard. Défendre les droits des usagers et les intérêts collectifs des usagers ou à la demande de l'usager, ses droits et ses intérêts en tant qu'usager. Donc, évidemment, qu'on ne va pas au-devant des usagers. C'est vraiment à eux de nous contacter pour faire ces démarches. Alors, on parle de plaintes ou de préoccupations ou d'insatisfaction personnelle ou individuelle et aussi collective. Comme je vous l'ai dit tantôt, quand plusieurs usagers nous contactent ou nous interpellent sur une problématique donnée, on se dit, tiens, ça, c'est un dossier collectif et on va le traiter. On ne va pas dire à 15 usagers, faites une plainte individuelle. On va plutôt ramasser tout ça et essayer justement d'en faire une plainte collective et puis, encore là, de faire monter ça le plus possible dans la hiérarchie décisionnelle. Accompagner et assister sur demande un usager dans toute démarche qu'il entreprend, y compris lorsqu'il désire porter plainte. Donc, le volet accompagnement est aussi très, très, très important. Il nous arrive d'être sollicités pour accompagner un usager lors, par exemple, d'un rendez-vous médical. Quand l'usager, soit l'usager va nous demander, est-ce que, bon, à ma prochaine rencontre, j'ai du mal à m'exprimer, j'aimerais pouvoir passer certains messages à mon psychiatre, mais je ne suis pas sûre que bon, je vais y arriver. Pouvez-vous venir avec moi? Oui, on accepte évidemment, on propose à l'usager de l'accompagner pour une partie de sa rencontre. Et puis, il peut aussi faire une partie de la rencontre en seul à seul. On ne peut pas non plus s'immiscer dans sa relation avec le médecin ou le psychiatre. Mais c'est une chose qu'on peut faire. Parfois, c'est l'équipe traitante qui nous demande d'être présent à des rencontres d'équipe pour représenter l'usager à sa demande. Et puis, donc, on fait beaucoup d'accompagnement. La plainte, le changement de psychiatre, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à notre comité. OK, donc, alors, je reviens un petit peu sur nos rôles et comment c'est actualisé là, au comité. Donc, pour rejoindre les usagers et pouvoir leur parler de leurs droits et de leurs obligations, mais surtout de leurs droits, eh bien, on doit créer des occasions, des opportunités. Donc, chez nous, c'est par des activités telles que des ateliers informatifs, par exemple, sur des thèmes suggérés par les usagers. Évidemment, avec la COVID, on a dû mettre ce volet-là un peu sur la glace. On a aussi, on essaie de produire de la documentation papier disponible aussi en ligne. Donc, on a réalisé des dépliants, encore là, sur des thèmes spécifiques à la santé mentale, hein, les mesures de contrôle, l'accès au dossier, parce qu'il y a des spécificités santé mentale. Donc, on essaie aussi de les produire dans un langage qui est accessible aux usagers.
Donc, production de cette documentation papier. On produit à chaque année un calendrier avec beaucoup d'informations sur les ressources, très important, parce que les usagers, une fois qu'ils ont leur congé de l'Institut, retournent dans la communauté. C'est important de penser aussi qu'ils vont avoir besoin de ressources dans la communauté. Bulletin d'information. Bon, vous avez ici un exemple, et puis tous ces documents sont disponibles au comité si vous êtes intéressé. On va poursuivre. Donc, voilà, on va tenir des tables d'information. Moi, je me promène beaucoup sur les unités. C'est encore le premier moyen de prendre le pouls et de voir, d'observer les conditions de soins, les conditions de vie sur les unités. Et chaque été, nous faisons une tournée, nous en tirons un rapport avec des pistes d'amélioration qui sont soumises à la direction. On fait un suivi et on peut constater des améliorations, mais il y a vraiment des thèmes où il faut répéter. Prochaine diapo. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de nos façons d'évaluer la satisfaction des usagers par les sondages maison et puis les sondages. Voilà, dans la défense des droits, les plaintes ou les sujets d'insatisfaction qui reviennent le plus souvent, c'est vraiment des trucs qui touchent l'usager, alimentation, service en anglais, perte d'effet personnel. Excusez-moi, il y a un mot de trop. Ça revient souvent. On fait beaucoup de médiation, d'accompagnement, d'information et références juridiques et d'autres natures. Et on a apporté, évidemment, dernièrement, une attention particulière aux conditions de confinement des usagers. Voilà, donc les dossiers, là, je parlais des dossiers, des revendications individuelles, mais les dossiers collectifs, ça ressemble beaucoup à l'alimentation, accès à la climatisation, droit des fumeurs, droit à l'accompagnement lors des sorties autorisées, accompagnement aux pétitions pour exprimer une insatisfaction collective, conditions de confinement. C'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Accompagnement accueil, alors on a un local accessible 2 jours semaine, de 8h à 15h. Sur demande de l'usager, on peut aller le visiter à son unité, à sa ressource ou bien à l'urgence. Sur demande de l'usager, toujours, on peut faire l'accompagnement en rendez-vous, comme je laissais un mot tout à l'heure. Et puis, participer à des rencontres d'équipe. Prochaine diapo. Qu'est-ce que c'est le comité des usagers? Il est composé de 9 membres qui sont des bénévoles. Une personne ressource qui est la coordonnatrice, 32 heures semaine. On a très peu de ressources. La composition du comité des usagers, c'est des usagers selon les critères de règlements généraux, c'est-à-dire un usager qui est assez rétabli pour pouvoir participer aux réunions mensuelles, lire des procès-verbaux, etc. Ça peut être aussi un proche d'un usager ou une personne présentant un intérêt démontré pour la santé mentale. Alors, à l'heure actuelle, notre comité comprend ces 3 types de profils de personnes, membres. Alors, on lance un appel, on est toujours à la recherche de membres, de personnes intéressées à participer bénévolement au comité des usagers. Donc, je vous ai mis la liste de nos partenaires. Je vais la répéter. Évidemment, on a des partenaires communautaires, des partenaires institutionnels. On a des affiliations aussi à des recrutements provinciaux de comités d'usagers et nationaux aussi, Association canadienne en santé mentale. Voilà. Alors, on essaie à notre comité de produire beaucoup de documents écrits. On documente énormément au comité des usagers de l'Institut parce que ça nous permet de documenter et puis aussi d'argumenter. Quand on prétend qu'il y a une problématique, on aime être capable de la démontrer dans le détail pour avoir une certaine crédibilité quand on
discute avec les gestionnaires qui sont en capacité de nous aider dans le règlement de certaines problématiques. Donc, on trouve ça très, très important de bien documenter pour que le comité ait une certaine crédibilité. Voilà, donc vous pouvez avoir accès sur demande à nos rapports annuels, nos rapports de tournée, notre cadre de référence des clients, etc. Et aussi, il est possible d'assister comme observateur à nos réunions mensuelles. Ça peut être intéressant aussi de voir comment fonctionne de l'intérieur le comité et quels sont les dossiers qui sont adressés, là, pour faire un anglicisme, qui sont discutés par les membres du comité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Desbiens. Ça fait un très bon tour d'horizon également de ce qui peut être offert aux usagers des différents établissements. Donc, j'invite tout le monde à se renseigner, à aller chercher les coordonnées là, des comités des usagers au sein de vos propres CIUS et au sein des établissements là, que vous avez pu fréquenter, auxquels vous avez eu des services. Alors, on serait rendu à la période de questions. J'ai vu plusieurs questions là, dans le fil de discussion, des questions assez précises. Maître Savoie a pu en répondre à plusieurs là, pendant la présentation. Alors, j'irais peut-être pour commencer avec une question d'ordre plus général, de type pour quelqu'un qui aurait toutes sortes de questions plus précises sur des cas particuliers dans leur propre service ou auprès de populations avec les proches, avec les questions de maltraitance, de consentement, d'aptitude. Vous avez donné beaucoup de références là, dans le fond de ressources où on peut aller chercher de l'information. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour toute question, à qui s'adresser en premier lieu et ensuite peut-être aller un petit peu plus loin pour avoir des réponses? Oui, bien évidemment, si c'est des intervenants de l'établissement, ben ils peuvent toujours s'adresser là, au service des affaires juridiques. Là, on a quand même le principe de la porte ouverte, là, nous autres. Donc, j'ai quand même une équipe d'avocats qui peut répondre là, à diverses questions sur le consentement en soins. Mais évidemment, les équipes pourraient quand même se référer aussi. Il y a un guide qui a été fait en collaboration avec le Collège des médecins et le Barreau du Québec sur le consentement aux soins. Il se trouve sur Internet. C'est un excellent outil là, pour l'ensemble des soignants. Sur les règles du consentement, on y parle entre autres là, du NIM, de comment faire cette approche-là, comment obtenir un consentement. Donc, toutes les règles que je vous ai expliquées sont également adressées un peu plus en détail. Fait que ça, c'est une bonne ressource. Les liens que je vous ai donnés, là, je pense que ça peut être aussi une bonne ressource pour se faire une tête, puis s'il y a quelque chose d'un peu plus poussé à ce moment-là, aller chercher les ressources soutien, soit des affaires juridiques ou encore du service d'éthique, là, quand on a plus une réflexion sur le comment on devrait faire quelque chose quand on n'est pas certain. Puis évidemment, tous les conseillers cadres spécialistes là, qu'on peut avoir à l'intérieur de l'établissement, des divers professionnels, que ce soit les conseillers cadres infirmiers ou les divers professionnels, peuvent également être une bonne ressource là, pour aider à la réflexion. Merci beaucoup. Madame Desbiens, d'autres suggestions? Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Des suggestions de ressources. Il y a le site de Maître Ménard, ils ont créé, ça s'appelle votre site, je n'ai pas le nom, mais en tout cas, c'est un site vraiment très, très informatif sur les droits des usagers, fait par la firme Ménard-Martin. Il y a aussi le Conseil pour la protection des malades. Donc, ils visent pas la santé mentale en particulier, mais ils ont beaucoup d'informations disponibles, ouais, sur les droits des usagers. C'est un organisme de défense des droits. Il y a aussi un partenaire communautaire, Action Autonomie, qui aussi, c'est une autre approche, mais c'est intéressant aussi. Ils produisent des documents qui peuvent être très informatifs. Merci beaucoup. Pour Action Autonomie,
Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Yes. Je vais le faire. Merci. Oui, Action Autonomie, en fait, c'est le répondant montréalais. Pour ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, vous pouvez aller sur le site de l'AGID-SMQ, l'Association des groupes de défense des droits en santé mentale du Québec, qui regroupe l'ensemble des groupes de défense des droits. J'aurais au niveau de l'éthique, peut-être, est-ce que vous avez pu identifier, vous, dans votre pratique, différents enjeux ou défis récurrents là, qui se présentent le plus souvent sur le terrain quant à l'application de certaines lois en contexte d'intervention, en contexte d'application des lois, quand des valeurs viennent en jeu, entrent en ligne de compte? Quelles sont les thématiques sur lesquelles on pourrait peut-être aller chercher un peu plus d'informations si on voulait aller se former davantage sur ces questions? Pour ma part, oui, là, comme je disais, on est très, très impliqués avec l'éthique. On travaille beaucoup en DUAD. Donc, si je prends des exemples plus en santé mentale, ben ça va être l'exemple beaucoup de quelle approche, comment on va faire des soins d'hygiène. Fait que, on revient souvent avec le principe, c'est pas parce que c'est légal qu'on devrait le faire systématiquement sans se poser des questions. Il faut se poser la question sur comment pour assurer une approche humaine. Alors, on a eu des demandes là, des équipes, des fois d'accompagnement sur cette réflexion-là, puis de se dire, dans les circonstances, comment on devrait donner des soins d'hygiène. Fait que ça peut être une chose. Les autres situations qu'on peut voir, c'est des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, souvent sont inaptes, mais ont des polydiagnostics. Donc, en plus des troubles de santé mentale, ils ont également des troubles de santé physique qui sont assez importants et qui les empêche d'avoir une capacité de collaboration avec un plan de traitement qui est beaucoup plus soutenu. Donc, soit il y a de la méfiance du système de santé, fait que si on peut penser à une situation où un usager a un diagnostic de cancer et qui ne comprend pas nécessairement l'ensemble de sa situation, difficile de faire des liens avec une équipe traitante, ben il va y avoir des réflexions, puis on va demander à l'éthique d'aider et de soutenir avec le représentant ou les proches de l'usager sur quelle option qu'on devrait prendre. Est-ce qu'on devrait prendre une option plus agressive dans un plan de traitement ou est-ce qu'il faut même parfois aller jusqu'à considérer les approches plus palliatives? Donc, chaque situation est un cas par cas et c'est le droit va guider sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais vraiment, l'éthique nous permet de nous positionner sur comment on devrait le faire d'une manière qui est la plus adéquate possible. Merci. Madame Desbiens? Moi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai oublié de dire tantôt, mais par exemple, on est vraiment en contact avec les usagers au quotidien. Et par rapport aux droits, on se fait poser des questions, vous savez, très, très simplifiées. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter mon traitement, par exemple? C'est une question qui revient souvent. Alors, la réponse à 2000 $, c'est oui, vous avez le droit, mais est-ce que c'est dans votre intérêt? Hein? Alors, c'est très, 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 très touché, comme on dit, comme question et comme réponse aussi. Alors, souvent, je vais essayer de creuser. Est-ce que vous voulez arrêter votre traitement parce que vous avez des effets secondaires qui sont difficiles à vivre? Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Est-ce que votre médecin est ouvert à discuter une modification du dosage, bon, etc. Dépendamment de toutes les réponses qu'on va recevoir à ces questions, moi, je vais proposer, par exemple, d'écrire une lettre. On va écrire une lettre à votre médecin, puis on va exprimer votre inconfort, vos questionnements, etc. Et c'est souvent une approche qui est gagnante. Le médecin va se sentir interpellé par la question. Peut-être qu'il l'a déjà entendue, mais le fait que la question vienne par écrit et demande-réponse, ça va faire progresser tout le monde dans cette situation. Et on va passer à côté d'un arrêt de médication qui est excessivement menaçant et nocif. Hein. On sait qu'on n'arrête pas les médicaments antipsychotiques du jour au lendemain.
Donc, nous, on va essayer de prendre cette approche. On va essayer, on va trouver un moyen de communiquer votre préoccupation. Et ça compte pour beaucoup de droits. Là. Est-ce que moi, j'ai le droit de choisir mon établissement. Bon, est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux m'en aller dans tel hôpital? Alors là, encore là, il faut expliquer que oui, il y a quand même une démarche qu'il faut faire. C'est une démarche qui s'applique à tous les usagers, comme je l'ai dit tout le temps, mais en santé mentale, ben, la question se pose avec une acuité différente. On va chercher un hôpital équivalent, une installation qui va offrir les soins équivalents. Il va falloir qu'il y ait une place. Bon, enfin, c'est ça, tous ces droits, j'ai le droit de, mais j'ai le droit de faire ceci et cela, mais la réponse, elle n'est pas toujours simple. Voilà. Oui, en fait, il faut tenir compte du contexte pour pouvoir appliquer au mieux le droit en question. Oui, c'est ça. Il faut permettre à la personne de l'exercer pleinement, mais en environnement et des autres choix. Hein? Oui, oui, tout à fait. C'est comme la question d'avoir des soins en anglais. C'est inscrit dans la loi, mais ce n'est pas toutes les équipes qui sont bilingues. Donc, souvent, on va se faire tester là-dessus. On va nous parler en anglais et puis on va voir jusqu'où certaines personnes vont tester la possibilité de recevoir des soins en anglais. Même des fois, la personne est bilingue, mais elle va faire le test. Ça arrive très, très souvent dans les hôpitaux qu'on va tester ce droit-là. Bon, alors, heureusement, moi, je suis bilingue. Je peux aller assez loin là-dedans, mais par contre, peut-être que sur l'unité, ça ne sera pas possible pour toutes sortes de raisons. C'est ça limite l'application de ce droit. Ouais. Et ça arrive pour plusieurs de ces droits inscrits dans la loi. Il faut jongler avec le droit et puis la possibilité que ce droit-là soit respecté selon les règles inscrites dans la loi. Beau défi. Oui, et selon les ressources disponibles. Exactement, exactement. Je dis souvent, j'ai une tumeur au cerveau, je vais être opérée par le meilleur neurochirurgien de Montréal. Si le rendez-vous est dans 3 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre ce que j'ai sous la main? Aujourd'hui, à ce moment-ci, j'ai le droit de choisir le meilleur. Est-ce que c'est dans mon intérêt d'attendre 3 ans pour mon... Donc, quand on fait le lien avec, souvent, on va faire le lien avec la santé physique, c'est comme plus concret. Et puis, ça va aider la personne à comprendre un petit peu le contexte et les limites. Oui, puis ça illustre bien justement. Pardon. Voilà. Pardon. Oui, ça illustre bien justement le rôle des comités d'usagers justement pour accompagner les personnes dans la prise de décision qui les concerne. Petite question aussi pour Mme Desbiens, très précise. Est-ce que votre service est aussi accessible aux résidents des ressources intermédiaires en santé mentale qui sont rattachés à l'Institut? Oui. Oui, en principe, oui. Oui, bien sûr. Évidemment, on n'a pas la capacité, 32 heures semaine, une seule personne, de visiter ces ressources. Quoique, on le fait à l'occasion avec quelques membres du comité. Oui, ils se rapportent à nous. On a des appels de ces ressources et pour les mêmes problématiques, alimentation, insatisfaction de ceci, de cela. Ce qui est difficile avec les ressources d'hébergement, c'est que ces personnes vivent beaucoup la peur des représailles. Ce qu'on ressent moins quand l'usager est hospitalisé intramuros ici, ils savent que le comité des usagers est sur place. Si on a une représaille parce qu'on a porté plainte, il n'y en a pas. En général, il n'y en a pas. Mais dans les ressources d'hébergement, les personnes sont beaucoup plus craintives de nous contacter. Et ça c'est un gros obstacle au respect des droits. Parce que souvent, c'est des ressources, par exemple, familiales, la propriétaire ou la personne qui est responsable va contrôler les appels.
OK, le téléphone sera pas très loin et on va me dire, ne me rappelez pas parce que Et il y a beaucoup d'obstacles, mais effectivement, pour répondre à votre question, oui, on est le comité des usagers de ces ressources-là aussi. C'est une anomalie que ces ressources-là n'aient pas des comités de résidents. Une énigme qu'on n'est jamais arrivé à résoudre, mais on répond pour ces comités. Ces ressources. Merci beaucoup. J'irai pour une dernière question, peut-être de manière plus élargie, en matière de perspective d'innovation et de recherche. Hein. On a bien vu que c'est jamais tout noir ou tout blanc. L'application, c'est souvent délicat. Il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Quelles sont, selon vous, les perspectives d'innovation, de recherche qui devraient être approfondies dans le champ des droits en santé mentale spécifiquement? Sur quoi devrait-on se questionner? Qu'est-ce qu'on devrait remettre en question ou redéfinir, revoir, prendre le temps de revoir et d'analyser pour mieux répondre aux enjeux d'aujourd'hui puis aux besoins là, des usagers dans le cadre des services d'aujourd'hui? Ben, moi, pour ma part, je suis d'avis que, bon, il y a plusieurs lois en santé mentale qui datent, là, quand on regarde juste la P38, elle date de plusieurs années. Il y a eu une grande évolution des professions, de comment qu'on fait. C'est très hospitalo-centriste. Et en fait, quand on regarde l'offre de service, on s'en va de plus en plus vers une offre de service en communauté. Donc, comment avoir les mêmes objectifs de protection quand on est plus dans de la compromission de la capacité de la personne qui se met à risque. Fait que moi, je pense qu'on a à revoir l'ensemble des aspects législatifs qui sont associés à la prise en charge. Je regarde aussi, quand cette loi-là a été mise en place, c'est très, très purement santé mentale, mais de plus en plus, elle est utilisée pour tout le vieillissement de la population, fait que les troubles neurocognitifs qui y sont associés. Fait que je pense qu'on doit revoir comment le droit peut appuyer l'aide et l'offre de services qu'on peut émettre, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on est empêché par le cadre légal qui est très restrictif, mais d'un autre côté, je comprends tout à fait la volonté de protéger les personnes vulnérables, de s'assurer qu'elles demeurent au cœur des décisions, qu'elles demeurent au cœur de l'information qu'elles doivent recevoir. Alors, c'est un équilibre, mais cet équilibre-là, je pense qu'il faut qu'on projette plus loin, puis qu'on voit comment on peut mieux aider, tout en gardant qu'il faut quand même qu'on préserve des droits fondamentaux des personnes. Merci. Madame Desbiens, est-ce que vous avez à ajouter? Bon, moi, je n'ai pas les compétences pour répondre à la question en détail, mais il y a un danger qu'on voit poindre, hein, c'est toutes ces mesures qui ont été mises en place pendant les confinements, toutes ces restrictions. On a une crainte que plusieurs de ces... On est complètement déconfinés dans la société, mais il y a beaucoup de mesures qui perdurent pour les usagers. Alors, nous, on lève une petite lumière rouge dans les comités puis dans les groupes qui s'intéressent à la santé mentale, il faut faire attention parce que les droits fondamentaux des usagers ont été beaucoup bafoués. On trouve qu'ils ont été bafoués pendant les périodes de confinement. Et donc, on doit rester vigilant justement pour la suite des choses dans l'application de ces restrictions. C'est comme si peu à peu, on a grugé sur certaines libertés des usagers au nom de la pandémie. Mais il ne faut jamais oublier que dans la société tout autour, les droits sont présents. C'est comme dans le manque. Lumière rouge. Oui, puis se servir de cette expérience-là pour en fait, préparer en amont de futures peut-être situations d'urgence qui pourraient se présenter, notamment pour les spécifiques au cadre de la santé mentale. Alors, ben, je vous remercie beaucoup toutes les deux. Il est déjà 13h28, alors je ne me lancerai pas dans une autre grande question.
Mais je tiens vraiment à remercier Maître Savoie, Madame Desbiens, également Madame Vanessa Chanel là, qui ont contribué à la préparation de la présentation. C'était vraiment très instructif. On a posé évidemment les bases. Hein. On voudrait bien aller plus loin, puis on a vu par la nature de vos questions qu'il y a une soif de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux appliquer hein, dans le respect des droits, dans le respect des codes de déontologie, dans le respect de l'éthique, de la pratique. Et donc, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Puis, on va vous transmettre là, les présentations PowerPoint avec les ressources. Et avant de vous quitter, je voulais tout simplement vous remercier tout le monde parce que votre participation a été très, très dynamique. Je suis encore désolée qu'on n'ait pas pu faire le tour de chacune des questions. Je remercie Mme Desbiens et Mme Savoie d'avoir répondu à quelques-unes d'entre elles. Et puis, on espère que tout ça a pu vous apporter un éclairage pour vous soutenir dans votre pratique. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.